Soucieux des impacts sous-marins, les concepteurs français de la classe décidèrent d'étendre la ceinture de blindage de la ligne de flottaison bien en dessous de la ligne de flottaison par rapport à leurs contemporains. Le blindage principal était également plus fin que celui de ses homologues britanniques ou allemands, mais couvrait une surface plus importante. Leur armement secondaire était plus petit que les canons de 15 cm utilisés par les Allemands ou les canons britanniques de 152 mm, mais les Français privilégiaient la cadence de tir plutôt que la taille, afin de détruire les torpilleurs avant qu'ils ne soient à portée de torpille. Les courbets étaient plus longs que leurs prédécesseurs, avec une longueur hors tout de 166 mètres. Leur largeur était de 27 mètres et leur tirant d'eau à pleine charge était de 9,04 mètres à l'avant. Ils étaient nettement plus lourds que la classe Danton précédente. Les navires de la classe Courbet déplaçaient 23 475 tonnes à pleine charge et 25 579 tonnes à pleine charge, soit plus de 5 000 tonnes de plus que les navires précédents. Ces navires se sont avérés plutôt humides en service, car leurs proues étaient lourdes en raison des tourelles de tir à l'avant. Les navires de la classe Courbet étaient équipés de 4 turbines à vapeur. Parsons à entraînement direct d'une puissance nominale de 28 000 chevaux. Chaque navire était équipé de 24 chaudières Belleville à tube d'eau, ou Niclus, 8 petites et 16 grandes. Les grandes chaudières se trouvaient dans les 2 chaufferies avant et les petites dans la chaufferie arrière. Chaque chaufferie abritait 8 chaudières. Ces chaudières fonctionnaient au charbon avec des pulvérisateurs de pétrole auxiliaires. Leur vitesse de pointe était de 21 nœuds, bien que tous les 4 aient été plus rapides lors des essais. Les navires transportaient jusqu'à 2700 tonnes de charbon et 906 tonnes de pétrole. Ils pouvaient parcourir 4200 milles nautiques à une vitesse de 10 nœuds. Les Français abandonnèrent la configuration hexagonale standard de l'armement principal de la classe Courbet. 12 canons de 305 mm, modèle 1910, de calibre 45 étaient montés dans 6 tourelles jumelles, dont 2 super-tiraient à l'avant et à l'arrière et une sur chaque flanc. Leur inclinaison maximale n'était que de 12 degrés. Ils tiraient des projectiles perforants de 432 kg à une vitesse initiale de 783 mètres par seconde à une cadence de 1,5 à 2 coups par minute. À leur élévation maximale, leur portée maximale n'était que de 13 500 mètres. Chaque canon était équipé de 100 obus. L'armement secondaire du navire se composait de 22 canons, modèle 1910-238 mm, montés en casemate. Ces canons tiraient des obus semi-perforants de 39,5 kg à une vitesse initiale de 840 mètres par seconde. Leur inclinaison maximale était de 15 degrés, ce qui leur assurait une portée maximale de moins de 12 000 mètres. L'armement secondaire fut ultérieurement réaménagé pour atteindre une inclinaison de 25 degrés, soit une portée de 16 000 mètres. Leur cadence de tir était de 5 à 6 coups par minute, chaque canon étant équipé de 275 coups. Les canons arrière étaient très bas et souvent emportés par la mer, quel que soit le type de navire. Les navires étaient également équipés de 4 canons Hotchkiss de 47 mm modèle 1902, 2 par poutre. Les navires de la classe Courbet étaient également armés de 4 tubes lance-torpilles immergés de 450 mm modèle 1909 qui transportaient 12 torpilles. Le système de conduite de tir était très rudimentaire et les Courbets ne disposaient que d'un télémètre de 2,74 mètres de chaque côté du kiosque. Chaque tourelle était équipée d'un télémètre d'un mètre 37 sous un capot blindé à l'arrière. Les navires de la classe Courbet possédaient une ceinture blindée de flottaison de 4,75 mètres de profondeur, d'une épaisseur de 270 mm entre les tourelles avant et arrière, et diminuant jusqu'à 180 mm vers l'avant et l'arrière. Elle s'étendait sur 2,4 mètres sous la ligne de flottaison normale. Au-dessus de la ceinture principale se trouvait une autre ceinture de 180 mm d'épaisseur, qui recouvrait les flancs et l'armement secondaire jusqu'au pont d'avant, profond de 4,5 mètres entre les tourelles avant et arrière. Le blindage vertical était soutenu par 80 mm de bois. 4 ponts du navire étaient blindés, d'une épaisseur comprise entre 30 et 48 mm chacun, bien qu'ils aient été constitués de 2 ou plusieurs couches de plaques.
Les flancs du pont blindé le plus bas s'incurvaient pour rejoindre le bord inférieur du blindage de la ceinture de flottaison et augmentaient jusqu'à atteindre une épaisseur de 70 mm. Le kiosque était blindé à 300 mm. Les tourelles principales avaient un blindage de 290 mm sur leur face, 250 mm sur leur flanc et un toit de 100 mm. Leurs barbettes avaient un blindage de 280 mm. Il n'y avait pas de cloison anti-torpille, mais une cloison longitudinale, le long des salles des machines, servait de soute à charbon ou était laissée vide. Les navires de la classe Courbet furent achevés moins d'1 an avant le début de la Première Guerre mondiale, et on ne sait rien de leurs activités durant cette période, si ce n'est que la France, escortée par Jean Bart, transporta le président de la République française, Raymond Poincaré, en visite d'État à Saint-Pétersbourg, en Russie, en juillet 1914. Ils revenaient de Russie lorsque la Première Guerre mondiale éclata, mais arrivèrent en France sans rencontrer de navires allemands. La France et les Britanniques convinrent que la flotte française se concentrerait en Méditerranée pour contenir la flotte austro-hongroise. Et les navires de la classe Courbet y naviguèrent après le début de la guerre. Le Courbet devint le navire amiral de l'amiral Augustin Bouet de la Peyrère, commandant de la flotte française de Méditerranée. La Peyrère décida immédiatement de mener une offensive en Adriatique pour surprendre les navires autrichiens qui imposaient un blocus au Monténégro. La force franco-britannique, dont faisait partie le Jean Bart, réussit à isoler et à couler le croiseur protégé austro-hongrois Zenta au large de Bar le 16 août 1914, bien que le destroyer qui l'accompagnait parvint à s'échapper. Ils passèrent la majeure partie du reste de l'année 1914 à fournir un appui-feu à l'armée monténégrine jusqu'à ce que l'U-12 touche le Jean Bart le 21 décembre avec une torpille dans le Chay, juste devant le dépôt de munitions Avant, au large de l'île de Sazan. Elle put rejoindre Malte par ses propres moyens pour des réparations qui durèrent 3 mois et demi, mais cela obligea les cuirassés à se replier sur Malte ou Bizerté. Après l'occupation de l'île grecque neutre de Corfou par les Français en 1916, ils avancèrent envers Corfou et Argostoli, mais leurs activités furent très limitées, une grande partie de leurs équipages étant affectés à la lutte anti-sous-marine. Une évaluation d'après-guerre a répertorié leurs faiblesses, l'absence de commande de direction pour les canons. L'élévation des canons principaux était insuffisante. La protection contre les torpilles était faible. La protection horizontale contre les tirs plongeants était faible. La défense anti-aérienne était négligeable. Ils étaient alimentés au charbon. L'organisation de l'équipage, l'éclairage et le mode de transmission des ordres étaient désuets. Les survivants ont été réaménagés à plusieurs reprises durant l'entre-deux-guerres pour remédier à ces problèmes, bien qu'aucune modernisation complète n'ait jamais été prévue. Ces modifications comprenaient l'installation d'une commande de direction montée sur de nouveaux mâts de misaine tripode, le remplacement des télémètres par des unités plus grandes, l'ajout de télémètres supplémentaires, la modification des tourelles de canons principaux pour permettre une élévation jusqu'à 23 degrés, le remplacement partiel des chaudières à charbon par des unités au fioul, le remplacement des turbines à entraînement direct par des turbines à engrenage, le retrait du blindage de la proue pour réduire le poids à l'avant et l'ajout de canons antiaériens plus modernes. En avril 1919, alors qu'ils contribuaient à la défense de Sébastopol contre l'avancée des bolcheviks, les équipages du France et du Jean Bart se mutinèrent, mais s'effondrèrent lorsque le vice-amiral Jean-François Charles Hamet accepta leur principale revendication, celle de rapatrier les navires. 26 membres d'équipage du France et 3 du Jean Bart furent condamnés à des peines de prison à leur retour, peine commuée en 1922 dans le cadre d'un accord entre le Premier ministre Raymond Poincaré et les partis de gauche. En 1922, le France fit naufrage après avoir heurté un rocher non cartographié dans la baie de Quiberon à marée basse et son bras, faisant 3 morts parmi son équipage. Le Jean Bart subit la première phase de sa modernisation entre le 12 octobre 1923 et le 29 janvier 1925. La seconde phase eut lieu entre le 7 août 1929 et le 28 septembre 1931. Son état était médiocre, même après les premiers carénages. Il fut donc démilitarisé et devint un navire-école à Toulon en 1936. Il fut rebaptisé Océan en 1937 pour libérer son nom pour le nouveau cuirassé de classe Richelieu, le Jean Bart.
Le Courbet devint le navire amiral du vice-amiral Charlier du 6 juin 1919 au 20 octobre 1920. L'année suivante, il devint navire-école d'artillerie à Toulon, mais il subit un grave incendie de chaudière en juin 1923, ce qui nécessita des réparations et une première modernisation entre juillet et avril 1924 à la Seine-sur-Mer. Un autre incendie de chaudière eut lieu en août 1924 et il resta en réparation jusqu'à la fin de l'année, avant de reprendre ses fonctions de navire-école d'artillerie à son retour du chantier naval. Il fut à nouveau réaménagé entre janvier 1977 et janvier 1931. Il fut transféré de l'école d'artillerie à l'école de navigation en 1937, avant son dernier carénage d'avant-guerre entre avril 1937 et septembre 1938. En 1939, il reprit son rôle de navire-école d'artillerie, mais fut affecté à Brest et Quiberon avec son jumeau le Paris au début de la Seconde Guerre mondiale. Le Paris fut envoyé à Pula le 12 décembre 1918 pour superviser la capitulation de la flotte austro-hongroise, où il resta jusqu'au 25 mars 1919. Il assura la couverture des troupes grecques pendant l'occupation d'Izmir à partir de mai 1919, avant de rentrer à Toulon le 30 juin. Il subit sa première modernisation à Brest entre octobre 1922 et novembre 1923. Il appuie un débarquement amphibie des troupes espagnoles à Al-Hoceima durant l'été 1925, après l'attaque du Maroc français par les Rifins pendant la guerre du Rif. Il y détruit des batteries de défense côtière malgré de légers dégâts suite à 6 impacts et y reste jusqu'en octobre comme navire amiral des forces françaises. Sa seconde modernisation a lieu du 16 août 1927 au 15 janvier 1929 à Toulon. Il reprend son rôle de navire amiral de la 2e division de la première escadre de l'escadre de Méditerranée jusqu'au 1er octobre 1931, date à laquelle il devient navire-école. Le Courbet et le Paris formèrent une 5e escadre au début de la guerre. Ils furent transférés dans l'Atlantique pour poursuivre leur mission d'entraînement sans interférence. L'amiral Morde ordonna la remise en état opérationnel des 2 navires, le 20 et 1 mai 1940, et leurs équipements anti-aériens légers furent renforcés à Cherbourg. Le Courbet reçut l'ordre d'apporter un appui-feu aux défenseurs de Cherbourg contre l'avancée de la 7e Panzer-Division et de couvrir l'évacuation de la ville par les Alliés, tandis que le Paris soutenait les défenseurs du Havre. L'absence d'avions de reconnaissance rendit ces 2 navires particulièrement efficaces dans ce rôle. Le Paris fut endommagé par une bombe allemande le 11 juin et fit route vers Cherbourg pour des réparations d'urgence dans la nuit. Il fut ensuite transféré à Brest le 14 juin et évacua 2800 hommes lorsqu'il appareilla pour Plymouth le 18 juin à une vitesse de 7 nœuds. Il y fut saisi le 3 juillet par la Royal Navy dans le cadre de l'opération Catapulte, le plan de Winston Churchill visant à empêcher la marine française de tomber aux mains des Allemands. Il servit de navire-entrepôt jusqu'à la fin de la guerre et temporairement de navire-caserne à la marine polonaise. Il fut rendu à la France en juillet 1945 et remorqué jusqu'à Brest le 21 août. Il continua de servir de navire-entrepôt jusqu'à son démantèlement le 20 et 1 décembre 1955, avant d'être démoli l'année suivante. Le Courbet appareilla pour Portsmouth le 20 juin. Il y fut également saisi le 3 juillet et remis aux Français libres une semaine plus tard, qui l'utilisèrent comme navire-entrepôt et navire anti-aérien à Portsmouth jusqu'au 30 et 1 mars 1941, date à laquelle il fut désarmé. Il resta utilisé comme navire-entrepôt et cible jusqu'à son sabordage le 9 juillet 1944 pour servir de brise-lames dans un port Mulberry utilisé pendant la bataille de Normandie. Il fut démoli sur place après la guerre. Le Jean Bart fut démilitarisé et devint un ponton-école à Toulon en 1936. Il y resta pendant la Seconde Guerre mondiale et y fut capturé le 27 novembre 1942, sans toutefois être sabordé. Il servit aux expériences allemandes avec de grosses charges creuses jusqu'à son naufrage par les Alliés en 1944. Il fut ensuite démoli sur place
à partir du 14 décembre 1945.